Je vais donner la parole maintenant pour le second temps de cette première partie de la matinée consacrée à Avicenne, à Madame Olga Lizzini, qui va effectivement nous parler de philosopher au XIIe siècle, Avicenne et sa première réception au Moyen-Âge. Quelques remarques. Nous sommes maintenant alors passés effectivement d'est en ouest, et il va s'agir de la réception latine d'Avicenne. Madame Lizzini est connue pour diverses choses, mais notamment pour cet extraordinaire travail qu'est l'édition, la traduction italienne, je vous en prie, de la métaphysique d'Avicenne, qui est un travail admirable, je tiens à le dire, à le rappeler, à vous en remercier. Vous n'êtes plus à Rome, m'avez-vous dit? Rome n'est plus dans Rome. Non, Rome est toujours dans Rome, mais vous n'y êtes plus. En tout cas, vous êtes à Amsterdam, ce qui n'est pas plus mal, la Venise du Nord, et nous allons donc vous écouter nous parler de cette phase remarquable de la Translatio Studio. Oui. Ça va ici ou je peux... Écoutez, vous vous installez où vous voulez. Ça va, merci. L'essentiel est d'avoir un micro. Voilà, c'était ça ma question. Ça va, vous m'entendez? Oui. Non, c'est mieux de l'avoir face à soi. Ok. Bon, bonjour. Laissez-moi tout d'abord remercier les organisateurs de ces journées pour cette invitation qui est pour moi un honneur. Je remercie donc Monsieur le professeur Alain de Libera, mais aussi Angela Beatrice Avalos Soto qui s'est occupée aussi du côté pratique et, je dois le dire, avec beaucoup de patience. Du point de vue de l'historien de la philosophie médiévale, qui est spécialiste de la pensée arabe, le XIIe siècle latin est le siècle où la philosophie arabe entre vraiment en contact avec la pensée du Moyen-Âge latin. Ou comme on pourrait peut-être plus précisément le dire, au XIIe siècle, pour la première fois, la philosophie du Moyen-Âge latin se trouve à intégrer questions, termes, thèmes et textes qui dérivent de l'effort de traduction, compréhension et élaboration de la pensée grecque, bien sûr. Aristote fut traduit d'ailleurs à partir du grec avant qu'à partir de l'arabe, mais aussi de la traduction de la pensée grecque telle que le monde de l'islam classique l'avait élaborée, grâce au travail philosophique original de penseurs qui écrivirent en arabe. C'est au XIIe siècle qu'on a les premières traductions des textes arabes et gréco-arabes, donc Al-Kindi, Al-Farabi, le De Causis et Avicenne bien sûr, mais aussi les textes scientifiques, dont témoin par exemple Adélard de Bath, ou les textes religieux, comme dans l'opération de Pierre le Vénérable. C'est au XIIe siècle que l'on trouve des textes rédigés en latin à partir de nouvelles idées arabes, dont notamment les textes de Dominique Gundi-Salvi, dont la complicité est de plus en plus soulignée par la recherche contemporaine. Et il faudrait nommer, mais on le verra, d'autres textes encore, comme les Anonymes de pérégrination de l'âme après la mort, édité par Madame d'Alverny, ou le célèbre De Causis Primis et Secundis. C'est également au XIIe siècle qu'une certaine historiographie a voulu colloquer un courant autonome et au moins en partie hétérodoxe de la pensée latine, marqué par l'influence décidée de la philosophie d'Avicenne, l'avicénisme. Et c'est donc le XIIe siècle qui fut et qui est en partie encore au centre d'une discussion sur le caractère de l'influence exercée par la philosophie d'Avicenne dans le monde latin. En suivant les lignes majeures que je viens d'indiquer, mon but est aujourd'hui celui de revoir quelques aspects de la pénétration de la pensée arabe, plus en particulier d'Avicenne et de sa métaphysique, dans la pensée latine au XIIe siècle. Mes remarques n'offriront qu'une ébauche, une sorte de canevas. Je m'arrêterai néanmoins sur des aspects qui, en ce qui concerne l'activité de la philosophie, le philosopher, ont été, je crois, cruciaux. Cependant, il faut le préciser, j'ai tenté de diviser les aspects concernés, donc les traductions, la philosophie arabo-latine des premiers textes, dont notamment ceux de Dominique Gundi-Salvi et l'avicénisme, mais toute enquête autour de l'un ou de l'autre aspect que je viens de nommer implique nécessairement les autres. Si, comme Alain de Libera a écrit, l'histoire de l'avicénisme est d'abord celle de l'Avicena Latinos, c'est que s'occuper des traductions signifie déjà introduire les questions de leur réception,
L'élément décisif pour évaluer l'influence d'Avicenne dans le monde latin d'un côté et l'existence de l'avicénisme latin de l'autre est en effet celui des traductions des textes d'Avicenne en latin. Voyons donc brièvement ces traductions. À part quelques fragments, les textes d'Avicenne traduits en latin font tous partie, laissez-moi commencer par cette donnée bien connue, de l'œuvre majeure du penseur persan, la plus ample et systématique, la grande Somma de philosophie qui porte le titre de Kitab Shifa, le livre de la guérison de l'âme, que le Moyen-Âge latin eut sous le nom de Sanatio o Liber Sufficientiae, ou Asifa ou Asife, selon la translittération du titre de l'œuvre que l'on retrouve encore traduit par Satisfactio dans le De Viris Quibus Illustribus Apodarabes, attribué de manière douteuse à Léon l'Africain. De cette Somma, au XIIe siècle, les Latins connaissent ou commencent à connaître la préface de Kitab Shifa, constituée d'une introduction d'Al-Jujani, élève et secrétaire d'Avicenne, et du prologue à l'œuvre dû à Avicenne lui-même. La traduction remonte aux années 1152-1166 et fait partie de textes traduits à Tolède par Avendaut. Mais le texte est une circulation limitée. Une partie de la logique, notamment le premier traité, l'Isagoge, sur les universaux. Ce texte fut également traduit à Tolède par Avendaut. Le latin y lise, parmi d'autres, deux thèses cruciales. La distinction entre la représentation conceptuelle et l'assentiment. Connaître ou conceptualiser la quiddité est autre chose que donner l'assentiment son existence. Et la doctrine, qui est liée à la première, de trois niveaux de considération des quiddités, qui doivent être envisagés différemment, s'agissant de leur être même ou bien de leur existence dans les individus, ou encore dans les représentations conceptuelles, voire dans l'âme, c'est-à-dire dans l'âme. Les Latins découvrent encore au XIIe siècle une partie des analytiques postérieures, le Kitab al-Burhan de Seth, dont la traduction qui porte le titre de Summa Avicenne de Convenientia e Differentia Scientiarum se reconnaît dans le De Divisione Philosophiae de Dominique Gundisalvi. La traduction est donc située entre 1150 et 1175. Ici, c'est surtout la question de la division des sciences et de leur subalternatio qui est concernée. Non seulement donc Avicenne offre un accès privilégié à une partie encore presque inconnue du savoir aristotélicien, l'être, l'âme, l'intellect, mais en outre, il en propose un système. Encore, les Latins découvrent au XIIe siècle une partie importante de la physique d'Avicenne. Même la version du Kitab al-Sama' al-Tabi'a, une partie du premier livre est située à Tolède, et pour les deux premiers livres de la physique, ainsi que le prologue et le début du chapitre premier de la traduction latine, on parle d'un traducteur anonyme de Tolède. Ce sont donc les concepts de nature, préparation ou disposition de la matière et les enjeux de l'hélomorphisme qui rejoignent le monde latin. Le Kitab al-Ma'adin ou al-Athar al-Uluya est un cas particulier. Il faut d'abord connu de façon partielle. Quelques parties du livre furent traduites en latin encore à Tolède ou en Angleterre à la fin du XIIe siècle. Mais dans cette traduction paraphrastique, le texte connut une circulation énorme. En fait, il fut ajouté en tant qu'appendice à la traduction latine et météorologique d'Aristote et devint ainsi le texte d'Avicenne le plus souvent copié. Mais une des traductions les plus importantes pour l'influence d'Avicenne en Occident et l'idée d'un avicénisme latin qui lui sera lié est celle du 6e livre de la physique sur l'âme, le Liber de Anima seu Sextus de Naturalibus. La traduction est encore une fois située à Tolède, on le sait, et fut l'œuvre ainsi, nous informe le manuscrit d'Avendaut et de Dominique Gundisalvi. Sa circulation fut importante, une traduction partielle à l'Adawi al-Qalbiya fut ajoutée à ce texte. Au texte de la physique, il faut en effet ajouter les textes médicaux, dont notamment le canon de la médecine, traduit selon l'attribution commune par Gerard de Cremone, donc encore au XIIe siècle. Et les doctrines médicales du canon sont strictement liées à la pensée philosophique, qu'Avicenne explique par le biais des idées métaphysiques de la préparation et du flux. Quelles sont les thèses centrales du Liber de Anima ? Avicenne y traite des doctrines qui relèvent du De Anima d'Aristote, mais il y prend en considération aussi les discussions issues de Parva Naturalia, notamment ce qui concerne la prophétie et les visions. La psychologie d'Aristote se trouve ainsi non seulement clarifiée et développée dans ses éléments fondamentaux, la définition de l'âme humaine comme substance et son rapport avec le corps, la théorie de l'intellect,
mais aussi soudée à la métaphysique céleste, ce qui permet à la fois d'expliquer la gnoséologie, l'eschatologie et la prophétie elle-même. Plus en détail, c'est grâce à ce texte que les penseurs du Moyen-Âge latin purent s'approprier d'un critère logique qui leur permettait d'exprimer à la fois l'opérativité de l'âme par rapport au corps et sa substantialité, immatérialité et immortalité. C'est grâce à ce texte que les penseurs du Moyen-Âge latin purent découvrir une analyse minutieuse des cinq sens externes et un examen des cinq sens internes, qui se soutient d'ailleurs sur la distinction entre forme et intention sensible. La connaissance sensible est ainsi pour la première fois considérée comme le moyen pour saisir le monde physique, non seulement dans son caractère illémorphique, mais aussi dans sa signification, le ma'na. Et on a là des thèmes qu'on développera surtout au XIIIe siècle. Dans les mêmes années du XIIe siècle, encore par Dominique Gundisalvi et encore à Tolède, c'est également la métaphysique, le Kitab al-Ilahiyat, qui est traduite. On possède deux recensions de la traduction latine. Grâce au Liber de Philosophia Prima, Sive Scientia Divina, les penseurs du Moyen-Âge purent repérer ou reconnaître et donc élaborer différents éléments théoriques fondamentaux par rapport à la compréhension des questions qui étaient pour eux capitales. La définition de la métaphysique en tant qu'étude de l'être et en même temps recherche de Dieu, l'idée fondamentale d'une coupure ontologique entre Dieu et les créatures, voire la distinction et donc la composition absente chez le premier principe de l'essence, utilité et de l'existence dans les êtres créés, une conception révolutionnaire de l'universel et d'éléments essentiels pour établir d'un côté la théorie du pleno cognitum et de l'autre la conception de l'unité transcendantale. La métaphysique, enfin, dans la métaphysique d'Avicenne, les auteurs latins purent lire une analyse profonde et articulée de l'idée de la creatio ex nihilo et par conséquent une théorie de l'émanation qui non seulement appliquait une angélologie, mais était un autre conçu comme la seule explication non contradictoire de la dérivation du monde à partir de Dieu. Le premier principe est créateur en tant que cause efficiente, c'est-à-dire en tant que cause de l'être. Le but de la métaphysique, voilà en bref l'un des éléments doctrinaux qui constituent le fondement de cette œuvre, où le sujet de la métaphysique est distingué de son objet de recherche, est de démontrer l'existence du premier principe séparé de la matière, comme séparé est l'être en tant que tel. À travers l'analyse de l'être, la métaphysique d'Avicenne offre non seulement une ontologie couronnée par l'idée de la hiérarchisation des êtres et des sciences, la métaphysique gouverne le système du savoir. À travers l'analyse de l'être nécessaire en soi ou bien en vertu d'un autre, la métaphysique avicénienne offre aussi une via maestra pour démontrer l'existence de Dieu. On comprend donc déjà par cette récapitulation sommaire les raisons de l'historiographie qui a souvent souligné l'entrée d'Avicenne en Europe par de termes grandiloquents. Gilson l'a représenté comme un point de départ, Porro a parlé d'un point de rupture, Jolivet d'un tournant. Quel est le caractère que l'on peut en général attribuer aux traductions des œuvres d'Avicenne ? On pourrait dire premièrement que les textes de la Summa sont liés au schéma traditionnel de l'enseignement de la philosophie et des disciplines qui en étaient proches. Cependant, il faut le préciser, la pénétration de la philosophie d'Avicenne au Moyen-Âge latin, déjà au XIIe siècle, ne fut pas seulement celle des œuvres d'Avicenne lui-même, qu'Avicenne lui-même avait conçues. En premier lieu, parce qu'il y a une circulation indépendante de certaines parties de l'œuvre avicénienne, notamment la logique et la philosophie naturelle, et en deuxième lieu, parce qu'il y a aussi une circulation d'écrits apocryphes. Comme on le sait, l'édition des Augustiniens en 1508 incluait des textes pseudo-avicéniens, dont le Liber de Causis Primis et Secundis, qui, comme Alain de Libéral a écrit, contribua à déformer les deux images d'Avicenne et de l'avicénisme, attribuant notamment à l'un ce qui appartenait à l'autre. La pénétration d'Avicenne en Occident au XIIe siècle concernait en somme aussi, et en fait en premier lieu, ce qu'on était disposé, voire intéressé à lire chez Avicenne, ou ce que chez lui on avait voulu pouvoir découvrir. Ainsi, parmi les textes apocryphes, on compte des œuvres d'alchimie, dont notamment le de Anima in Arte Alchimiae. Et Avicenne Alchimie, c'est d'ailleurs probablement un faux fabriqué au XIIe siècle sur la base d'un original arabe. Avicenne alchimiste est d'ailleurs particulièrement captivant, non seulement parce qu'il n'écrivit aucune œuvre de cette discipline, mais aussi parce qu'au contraire, il éprouvait une véritable aversion intellectuelle à l'égard de cette discipline, tout comme à l'égard de l'astrologie. Si Dominique Gundisalvi peut répertorier l'alchimie dans sa divisio scientiarum, alchimia, questa scientia de conversione rerum in alias species, c'est qu'il reprend la liste du De Ortu Scientiarum, une élaboration latine qui avait
traité rédigé à partir de l'énumération des sciences d'Al-Farabi. Enfin, un élément encore doit être souligné. Il concerne la connaissance d'Al-Ghazali, et cela parce que c'est à lui aussi que la fortune d'Avicenne est strictement liée. Au groupe de textes avicéniens connus au XIIe siècle, il faut en effet ajouter la traduction latine de Maqasid al-Falasifa, que le Moyen-Âge latin connut encore une fois grâce à la traduction de Dominique Gondi-Salvi. La Logica d'Al-Ghazali, qui dépend probablement d'une version arabe du Danesh-Nameh, fut un vecteur extraordinaire pour la présentation et la pénétration des idées avicéniennes dans la pensée médiévale. Dans le texte d'Al-Ghazal, pour les auteurs du Moyen-Âge, un disciple d'Avicenne et comme son maître lui-même après une auctoritas, on trouve par exemple plusieurs fois le datur formarum, alors que dans la métaphysique d'Avicenne, la locution ne s'y reconnaît que 2 fois dans le 9e livre, ou 3 si on considère aussi 6.2, où la cause séparée est occasio donatrix formarum, celle qui fait acquérir les formes, as-sabab al-mufid, les suwar. Pour décrire l'effet des textes d'Al-Ghazali, on pourrait parler donc d'exaspération. De fait, le texte des manuscrits latins du De Anima d'Avicenne a inclus parfois des glosses tirées d'Al-Ghazali, et le De Anima d'Avicenne était souvent copié avec la traduction complète ou partielle de l'œuvre ghazalienne. Mais quels sont les textes où la métaphysique d'Avicenne est tout premièrement à reconnaître au XIIe siècle ? Il s'agit, on l'a dit, des éléments se mêlent et les distinguer est en effet impossible, des mêmes textes que la critique a ou avait indiqués comme essentiels à la lecture avicéniste de la philosophie. Il faut tout premièrement mentionner les textes philosophiques de Dominique Gondi-Salvi et en particulier, à part le De Anima, le De Precessione Mundi et le De Divisione Philosophiae. Il faut ensuite nommer le Liber de Causis Primis et Secundis ou de Fluxo Entis, le texte anonyme probablement de la fin du XIIe siècle que l'on a déjà évoqué parmi les pseudepigraphes. Encore, il faut nommer le texte présenté déjà au début des années 40 du XXe siècle par Madame d'Alverny, le De Peregrinationibus Anime apud Inferos. Or, si on sort de la question historiographique de l'avicénisme, comment peut-on juger ces textes au XIIe siècle par rapport à la métaphysique d'Avicenne ? C'est en me posant cette question que je voudrais m'arrêter sur les exemples nommés. Voyons le De Precessione Mundi de Gondi-Salinus, de Dominique Gondi-Salvi. Une analyse textuelle a été récemment offerte par Nicola Polloni. Dans ce texte, qui est probablement un texte de la maturité, l'influence d'Avicenne est à reconnaître à plusieurs niveaux. En fait, si comme la critique récente est en train de démontrer, les sources du texte sont nombreuses, il faut mentionner le De Essentis d'Hermann le Dalmate, un autre protagoniste de la rencontre du monde latin avec la culture arabo-islamique au XIIe siècle, le Commentarius Intimeum de Calcidius, les écrits de Boès et même les suggestions de Thierry de Chartres et Guillaume de Conches. Ces sources principales d'inspiration sont à rechercher chez Ibn Jabir et chez Avicenne. Plus précisément, le De Precessione Mundi est une explication élaborée à partir de 2 auteurs. Avicenne domine en ce qui concerne les prémices ontologiques du traité, concernant les rapports entre Dieu et le monde créé. Bien que mélangées avec des éléments d'inspiration différentes, les instances avicéniennes peuvent clairement être reconnues. À part le primat ontologique et non temporel de la création et l'angélologie, qui apparaît à vrai dire chez Dominique Gondi-Salvi comme très complexe, il y a, c'est évident, la distinction entre nécessaire et possible. C'est en fait dans la distinction entre le principe absolument nécessaire, en et simple, et le monde, qui dans les termes avicéniens est double, que Dominique Gondi-Salvi repère un outil essentiel pour la distinction ontologique entre le principe et le monde. Nicola Polloni a montré la technique d'assimilation et d'altération de Dominique Gondi-Salvi par rapport au texte d'Avicenne. L'ordre des arguments est parfois changé, quelques mots sont substitués, et cela, par exemple, necesse devient en général necessarium, et cela dans un contexte où les citations peuvent être très synthétiques, une phrase, avoir la longueur d'un paragraphe, ou finalement reproduire de chapitres entiers. Dans le De Precessione Mundi, on retrouve Ilahiyat en 6 et 7, comme dans le De Divisione Philosophiae, Burhan de 7, les analytiques postérieures. Mais surtout, c'est la théorie gréco-arabe de l'émanation descente d'une part et de l'analyse ascèse de l'autre qui pénètre le traité. La métaphysique, qui est bien sûr le sujet principal de l'œuvre, présentée dans son moment ascendant et dans son moment descendant, ce qui est en accord avec la méthode analytique que l'on trouve appliquée dans le texte même. L'être y est défini comme un soi possible ou nécessaire,
Or, seul un être nécessaire, dont le texte va démontrer avec Avicenne, il s'agit de Ilahiyat en 6-7, l'unicité et l'unité, peut être une cause. C'est ainsi, une fois établie la nécessité de la cause, que le texte déploie une métaphysique du monde créé à partir de la matière et de la forme. Si celles sont créées de nihilo et en dehors du temps, tout ce qui se compose de deux principes est formé à partir d'une composition, ou bien d'une mixtion, ou encore d'une génération. En ce sens, je renvoie encore à Nicola Polloni, c'est l'interprétation de la possibilité en tant que potentialité et donc en tant que substrat du passage potentiel actuel qui permet à Dominique Gundisalvi de souder l'hélomorphisme universel d'Ibn Jabirol et la théorie de l'ontologie modale d'Avicenne. Le principe est le seul être en et absolument nécessaire et simple, alors que tout ce qui n'est pas le principe se doit à la composition de possibilités, voire potentialité ou matière et forme. Et cela, même si certaines compositions donnent lieu à des êtres incorruptibles, comme les entités invisibles, les corps célestes ou les quatre éléments. L'insistance sur un illémorphisme foncier doit évidemment être ramenée au fons vitae d'Ibn Jabirol. Et pourtant, la discussion terminologique sur la matière et sur ses sens vient elle aussi directement d'Avicenne. D'ailleurs, la matière signifie chez Avicenne la potentialité en général, mais aussi la disposition, la préparation spécifique à la réception de la forme. Le causé, qui se trouve du côté de la matière, ne peut absolument se substituer à l'action de la cause, qui est forme et être, mais la métaphysique d'Avicenne offre au latent la possibilité de souder les idées augustiniennes de rationes seminales avec l'idée aristotélicienne de la potentialité. Enfin, le principe avicennien abuno simplici non venit nisi unum est utilisé par Dominique Gundisalvi dans le De Processione Mundi. Et c'est en ce sens que le De Unitate Uno, où l'influence d'Avicenne est moins sensible, peut être défini comme le texte qui contient, pour ainsi dire, les prémices énologiques de la cosmogonie du De Processione. L'élément foncier, si l'on préfère, le dénominateur commun sur lequel l'influence de la métaphysique d'Avicenne au XIIe siècle peut être décelée, me semble en effet celui de la procession elle-même, de l'émanation qui s'accompagne souvent à ce que l'on pourrait appeler une narration philosophique, ou si vous voulez un schéma, une structure métaphysique de fond, et qui renvoie à Avicenne là même où les éléments doctrinaux fondamentaux de la pensée avicénienne semblent de fait absents. C'est éminemment le cas du De Fluxo Entis, le texte que De Vaux considérait comme un témoin explicite d'un courant érigénien, où tous les emprunts en étaient, selon lui, réalisés qu'au seul bénéfice d'Avicenne. Le thème de l'écrit est l'explication des relations entre Dieu et le monde, une relation qui est conçue en tant qu'émanation, comme le révèle clairement déjà le titre. Le terme flux s'étant d'ailleurs fortement suggestif de thèmes gréco-arabes et d'Avicenne en particulier. Or, comme la critique l'a déjà souligné, les éléments de l'emanatisme avicénien que l'on peut isoler dans ce texte sont plusieurs, mais n'ont de sens que grâce à l'utilisation d'autres sources néoplatoniciennes d'inspiration chrétienne, notamment Augustin, Scotérigène et Grégoire de Nice. Dans le texte, par exemple, on ne reconnaît pas la distinction logique et ontologique entre nécessité et possibilité, ni celle qui sépare l'essence et l'existence, c'est-à-dire les distinctions qui constituent le véritable pilier théorique du concept de l'émanation chez Avicenne et qui sont centrales pour l'ensemble de son système. Le processus de l'émanation triadique est néanmoins repris, presque littéralement. Il ne s'agit donc pas de sa structure logique, mais de sa narration métaphysique. Au principe de principe, c'est une cause qui est le premier créé, à savoir un intellect, et c'est toujours à partir d'un acte de compréhension intellectuelle que les intelligences célestes proviennent, toutes causées selon la chaîne, le niveau inférieur étant celui de l'intelligence ou de l'intellect agent, séparé, responsable du monde humain. C'est l'activité et la donation intellectuelle de chaque intelligence qui assure ainsi la procession de l'intelligence qui lui est inférieure et après elle, la forme le corps de la sphère céleste qui lui appartient. La création conçue en termes de procession intellectuelle, qui constitue la matière du 4e chapitre de l'œuvre, laisse reconnaître l'idée avicénienne des intelligences et l'identification entre ce qui est en soi possible et la forme des cieux. Chez Avicenne, plus précisément, c'est le possible en tant que nécessaire par autrui qui explique la forme, alors que le possible en soi est la raison du corps des cieux. La procession des intelligences qui est triadique, comme chez Avicenne, sub omni intelligentia significatur tria in esse, débouche sur l'intelligence que est agens in animas nostras. Et cela aussi apparaît comme une citation du Liber de philosophie avicénien. Toujours selon les termes avicéniens, les intelligences et les âmes des cieux sont assimilées aux anges.
Encore, on est dans le 5e chapitre, l'influence d'Avicenne est évidente en ce qui concerne la tractation des formes, alors que la discussion à propos de la matière renvoie une fois de plus à Scott Érigène. L'illémorphisme qui explique le monde de la nature est un fait érigénien, mais le principe avicénien et en général néoplatonicien, on le retrouve dans le De Causis, selon lequel c'est la forme qui donne existence à la matière, est maintenu. D'ailleurs, d'autres éléments s'expliquent à partir d'autres sources néoplatoniciennes, mais se confirment à la lumière de la philosophie avicénienne. Dans le 6e chapitre, par exemple, l'origine de la multiplicité dérive essentiellement du dualisme de l'intelligence. Et le thème de l'unité de l'intelligence et la triade, intelligence, âme, nature, qui constitue le thème du 7e chapitre et trouve son explication dans le Liber de Causis et en partie dans le Fons Vitae, se trouve comme authentifié par Avicenne, notamment ce qui concerne la notion de nature universelle qui domine la succession de générations et de corruption des êtres vivants. C'est en fait, il me semble, encore une narration métaphysique qui peut se lire dans le texte sur les pérégrinations de l'âme, édité par Marie-Thérèse d'Alverny, une allégorie philosophique composée en latin, peut-être à la cour de Sicile, peut-être en Catalogne, à la fin du siècle XIIe ou au début du XIIIe siècle. L'allégorie décrit un voyage que l'âme réalise à partir de ses propres dispositiones. Dans l'âme humaine, le texte distingue en fait une pars dextera, une pars sinistra et une dispositio media. La dispositio dexteraque et paradisius dicitur est divisée en 10 ordres, qui se révèlent utiles pour expliquer le voyage de l'âme à travers les 10 felicitates du paradis. Pour chaque ordre de bonheur, un degré particulier de joie ou de plaisir correspond. Après 10 états de bonheur, l'âme parcourt les 10 intelligences ad similitudinem celorum, chaque intelligence correspondant à l'un de 9 ordres des anges, jusqu'au 10e, que non est substantia sed essentia prima et est Deus. Mais la dispositio sinistra, que et infernus et tormentum dicitur, comprend 10 ordres correspondant à autant d'étapes de l'âme. Il y a 10 miseriae infernales qui, comme dans l'eschatologie qu'Avicenne décrit dans sa métaphysique, correspondent aux sphères planétaires. En donnant l'édition du texte, Marie-Thérèse d'Alverny avait déjà mis en évidence que le véritable climat du texte était à rechercher dans la métaphysique d'Avicenne et la métaphysique, c'est-à-dire la logica d'Al-Razali, et dans les textes du néoplatonisme arabe ou gréco-arabe qui lui sont proches, et donc principalement le Liber de Causis, cité dans le texte comme Liber de Bonitate Pura, et le Fons Vitae d'Ibn Jabirol. En ce qui concerne notamment Avicenne, l'influence est évidente dans le thème éthique et psychologique des dispositions de l'âme. La distinction dextera et sinistra rappelle en fait la doctrine de 2 faces de l'âme, un autre motif de l'influence avicénienne dans le milieu franciscain, qui regarde l'une au monde supérieur, l'autre au monde ici-bas. Mais ce qui est ici fondamental est aussi le lien que le texte établit, ou pour mieux dire, considère comme établi, entre la psychologie de l'homme et la métaphysique céleste. C'est en ce sens qu'il faut voir les similitudes des felicitates de l'âme qui expliquent l'eschatologie. Pour Avicenne, l'âme vertueuse ou parfaite doit dominer les passions du corps, recevoir le flux divin ou encore être satisfaite et calme. Mais surtout pour Avicenne, la perfection de l'âme rationnelle consiste dans la pleine réalisation de l'intellectualité qui, de l'âme, constitue la nature seulement dans le sens qu'elle en constitue l'horizon. L'âme humaine n'est pas une intelligence séparée, mais précisément elle tend à devenir une intelligence. En ce sens, la réalisation de l'intellectualité de l'âme est configurée chez Avicenne comme un chemin, comme un voyage presque, qui a son point culminant dans le fait de devenir un monde et donc un miroir du monde, où les formes de choses se trouvent estampillées ou dessinées comme si elles étaient, c'est le texte sur les pérégrinations de l'âme, unanima picta. D'ailleurs, le thème du voyage, qui a au centre, bien sûr, le lien entre la psychologie et la métaphysique céleste, et qui apparaît en ce sens dans la métaphysique du Kitab al-Hilahiyat, le Liber de Philosophia Prima, est un élément récurrent dans la psychologie d'Avicenne. Il est au cœur de ce qu'Henri Cormand avait appelé le cycle de récits visionnaires, dans lequel est inclus le récit de Hay ibn Yaqzan, qui, si je peux me borner à une notation marginale, au XIIe siècle fut élaboré par le philosophe, homme de science et exégète Abraham ibn Ezra. J'ai parlé d'une narration métaphysique. On peut maintenant essayer de préciser le sens de cette locution. Toute générale et partielle qu'elle soit, elle permet de souligner
il me semble, en quel sens le premier texte métaphysique du XIIe siècle utilise la philosophie d'Avicenne et plus spécifiquement la métaphysique. La philosophie d'Avicenne est reçue, je veux dire, en tant que philosophie qui pose. Je me réfère ici éminemment aux études de Madame d'Alverny, mais aussi de Nicola Polloni et d'Alexander Fidora. La métaphysique, je voulais dire, une philosophie qui pose la métaphysique au fondement de l'analyse physique et psychologique. Avicenne offre aux auteurs du XIIe siècle, au moins dans les exemples qu'on a vus, une idée de métaphysique en tant qu'ontologie, le sujet de la science des choses divines en soi séparé de la matière dans la définition comme dans l'existence est l'ens in quantum est ens, l'existant en tant qu'existant, el mawjoud bima mawjoud, et si dans le De Divisione Dominique Gundisalvi interprète la métaphysique en sens ontologique, c'est qu'il reprend exactement cette distinction avicénienne. La philosophie d'Avicenne propose encore la métaphysique en tant que discipline, et Dominique Gundisalvi semble être le premier à utiliser le terme dans un sens disciplinaire. Je me réfère ici à Fidora. La philosophie d'Avicenne encore propose la métaphysique dans un sens de discipline qui gouverne les autres, qui lui sont toutes soumises. L'idée de la subalternatio se trouve déjà dans le De Divisione Scientiarum, qui reprend la logique d'Avicenne. La métaphysique, dont le sujet est le plus général, est aussi la science qui légitime les principes des autres. Finalement, la métaphysique avicénienne inclut l'hylémorphisme d'Aristote dans un chemin vertical et offre ainsi d'un côté une explication transcendante de la nature et de l'autre une narration dont l'élément clé est l'émanation. Dans un contexte où la philosophie du Moyen-Âge commençait à être considérée comme variée après les analyses de Renan, de Herle, de Mandonnet, de Nardi, Étienne Gilson proposait dans son étude de 1926 l'idée de l'augustinisme avicénisant, à laquelle il opposait celle d'augustinisme aristotélisant. Les auteurs impliqués au XIIe siècle, essentiellement Dominique Gundisalvi avec son De Anima et plus tard dans certains travaux le De Fluxo Entis, étaient surtout des penseurs du siècle XIIIe. Selon Gilson, c'était à chaque fois essentiellement la place attribuée à l'intellect agent qui permettait de distinguer les auteurs selon les deux catégories de l'augustinisme aristotélisant ou avicénisant. Tout en préservant la théorie augustinienne de l'illumination, ce qui lui permettait d'ailleurs de parler d'augustinisme, les premiers penseurs reconnaissaient à l'âme humaine dans sa singularité l'activité de l'intellect, qui était en ce sens agent, alors que les autres, qui suivaient de près Avicenne, séparaient l'âme humaine et l'intellect agent, qui était actif ou agent au-delà de la dimension humaine. Toute la question de l'augustinisme avicénisant et de l'avicénisme n'avait de sens en effet pour Gilson qu'en termes de réception de la psychologie d'Aristote et dans le cadre de la doctrine augustinienne de l'illumination. Ainsi, d'un côté, son analyse ne s'explique qu'à condition de maintenir à l'horizon Thomas d'Aquin et son effort d'intégrer dans sa pensée la psychologie aristotélicienne. De l'autre, le critère de fond permettant de distinguer un auteur de l'autre était pour Gilson l'adhésion à la doctrine de l'intellect agent et à l'interprétation émanative qu'Avicenne en avait donnée. Gilson arriva à établir une sorte de loi historiographique. La théorie de l'illumination, liée à celle de l'unité d'un Dieu essence, indiquait tout d'abord l'augustinisme. L'influence d'Avicenne de la métaphysique et de la métaphysique arabe en général n'était détectable que dans l'idée de la procession, donc dont l'intellect agent séparé est une conséquence. Contre cette idée de l'augustinisme avicénisant, le père Roland Guérin-Devaux proposa la catégorie de l'avicénisme. Les notes et textes sur l'avicénisme latin au confond de XIIe et XIIIe siècle sont publiés chez Vrin en 1934. Avec l'édition de deux textes que l'on a déjà mentionnés, l'anonyme de Causis Primis et Secundis et de Fluxo qui consequitur eas, et la fin du De Anima attribué à Dominique Gundisalvi, Devaux y présentait une étude, les notes, rédigée en 7 brefs chapitres, où il s'efforçait de défendre l'existence d'un véritable avicénisme latin, dont l'origine aurait dû se situer avant l'entrée en Occident de la pensée d'Averroès et avant la crise qu'elle y provoqua. Dominique Gundisalvi et l'auteur anonyme du De Fluxo Entis auraient été témoins de l'existence de véritables avicénistes, qu'on aurait donc dû distinguer des avicénisants. Selon Devaux, à partir de la seconde moitié du XIIe siècle, certains penseurs du Moyen-Âge avaient estimé pouvoir reconnaître chez Avicenne la conception d'une harmonie foncière entre pensée philosophique et pensée religieuse.
La philosophie d'Avicenne n'était pas sans déviation par rapport à la foi. Les condamnations des livres d'Aristote, de leurs commentaires et de leurs abrégés à 1210 et 1215 à Paris trouvaient donc une explication. Et De Vaux lui-même faisait une sorte de liste dans l'ensemble d'erreurs dérivées d'Avicenne. Les thèmes des erreurs et des hérésies en relation à la philosophie d'Avicenne se trouvent d'ailleurs souvent déjà chez Oréo, Vallée, Cousin et après chez Brillet. Néanmoins, la métaphysique d'Avicenne, avec sa doctrine de la création absolue, son angélologie, sa psychologie, sa théorie de la connaissance et l'eschatologie qu'elle implique, avait offert aux différents courants identifiés par De Vaux à la fin du XIIe siècle, c'est-à-dire le néoplatonisme, une sorte de panthéisme et des doctrines scientifiques, l'occasion d'arriver à une synthèse. D'un point de vue théorique, on peut d'ailleurs envisager une certaine cohérence dans l'analyse de Vaux. Non seulement la pensée d'Avicenne peut en effet se lire en termes de synthèse entre Aristote et les instances religieuses du néoplatonisme, mais en outre l'avicennisme se révèle comme une vision métaphysique générale et non, comme ce l'était le cas de l'augustinisme avicénisant, comme un courant de pensée lié à la question importante mais spécifique de la noétique. La catégorie de l'avicennisme a été jugée en ce sens comme appropriée ou opportune, ce qui ne veut pas dire qu'elle soit vraie du point de vue historique. Or, ni la catégorie de l'augustinisme avicénisant ni celle de l'avicénisme furent indemnes de critique. On ne peut pas y arrêter ici, il suffira de rappeler que Gilson lui-même fut très critique de l'idée de l'avicénisme. En 1940, dans son introduction à la nouvelle édition du De Anima de Dominique Gundisalvi, qui restant selon lui un médiocre compilateur, il insista sur l'idée que la notion d'avicénisme ne pouvait pas tenir parce qu'elle était appliquée à des auteurs qui restaient au fond fidèles à Augustin et à la philosophie chrétienne. Ainsi, à propos du Liber de Causis Primis et Secundis, mais le De Anima de Dominique Gundisalvi présentait un problème analogue, il se demandait si une doctrine dans laquelle Avicenne est combinée non seulement avec Érigène, mais aussi avec Augustin lui-même, pouvait être qualifiée d'avicénisme pur et simple. La même attitude se retrouve dans un de ses derniers travaux sur la question Avicenne en Occident au Moyen Âge, où Gilson affirme clairement que l'avicénisme ne pouvait offrir qu'une fausse fenêtre sur la réalité du Moyen Âge. En tant que tel, les auteurs chrétiens n'auraient jamais pu s'associer au thème central du penseur musulman, aux thèses centrales du penseur musulman. Or, Jean Jolivet, et c'est sur ce point que je voudrais conclure, a montré que la critique de Gilson ne peut pas être acceptée telle qu'elle est, ou plutôt qu'elle doit être renversée. L'analyse comparée de textes de Dominique Gundisalvi et du Liber Primis et Secundis avec ceux d'Avicenne montre bien que ce qui était, selon Gilson, le fort de concilier la doctrine d'Avicenne avec celle d'Augustin est plutôt à lire dans les termes de la recherche d'harmonie entre langage philosophique et langage religieux. Une recherche d'harmonie qui, pourvu qu'on en comprend bien le sens, se trouve déjà en filigrane chez Avicenne lui-même. Selon Jolivet, si la tendance religieuse et augustinienne est vraiment à reconnaître chez Guillaume d'Auvergne, pour lequel on est déjà au XIIIe siècle, on peut bien parler d'augustinisme avicénisant, la tendance purement philosophique des textes qui témoignent de la première influence d'Avicenne au XIIe siècle devrait plutôt nous pousser à y reconnaître un avicénisme augustinisant. En l'état actuel de recherche, ce qu'on peut soutenir, c'est donc une distinction fondamentale entre le XIIe et le XIIIe siècle. Le premier, bien sûr, par rapport à l'influence de la métaphysique d'Avicenne. Le premier représente le moment de traduction de l'entrée d'Avicenne en Occident, et donc, si l'on veut, de l'avicénisme de Vaux, de l'avicénisme augustinisant de Jolivet, ou de l'avicénisme augustiniste qu'avait parlé Bruno Nardi, ou bien, dans le terme que j'ai proposé ici, d'un avicennisme où le thème de la narration métaphysique est central. Le second est le siècle qui put élaborer la philosophie d'Avicenne, même en dehors du contexte franciscain augustinien, et qui, justement l'élaborant, retend d'Avicenne ce qui pouvait servir à une cause théorique autonome et proposait la discussion des thèmes avicéniens, même en dehors, je pense, de façon indépendante de toute narration. Merci.